Cette vidéo est la deuxième d'une série sur la démocratie. Et dans l'épisode précédent, on a vu ce qui va se passer si on ne change rien au système politique, si on reste dans une aristocratie élective. Si on laisse le climat se réchauffer, pas mal de choses vont partir en sucette. Et depuis 30 ans, les guignols qui sont au pouvoir considèrent que l'écologie ça se limite à un attrape-bobo. Ils prennent pas les mesures nécessaires. Notre niveau de vie pourrait reculer parce qu'il repose sur des ressources qui s'épuisent, mais aussi parce que le climat devient de moins en moins accueillant pour les humains. Alors peut-être qu'une fois de plus la technologie va nous sauver, mais peut-être que cette fois-ci, la technologie suffira pas. Passons au deuxième scénario. Ici, on change toujours rien au système politique, mais on considère que les aristocrates réalisent que s'occuper du climat, ça se limite pas à du greenwashing pour siphonner les voix des Verts. Pour qu'ils puissent conserver leurs privilèges, il faut que la société qu'ils exploitent se perpétue. Donc, pour eux aussi, la transition est indispensable. Mais dans la tête des aristocrates, il n'est pas question de toucher aux droits des riches à rester riches. Il n'est pas question de répartir les efforts de manière équitable, donc ils vont taper sur les pauvres. Alors que par exemple les classes supérieures prennent très souvent l'avion, avion dont le kérosène est exempté de taxe carbone. Au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Ah oui, et c'est sûr que leur dire ça et puis augmenter la taxe carbone derrière, alors que t'as pas correctement préparé la transition, c'était parfaitement logique. Et puis c'est sans doute en supprimant des gares et des lignes que ça va aider les gens à se passer de leur voiture. En Alberta, la moitié des taxes sur le carburant va dans des aides pour changer de voiture et de chauffage. Et l'autre moitié, ça va dans des aides aux ménages pauvres qui sont obligés de continuer à émettre du carbone. Ça, c'est une transition juste et équitable. En ville, il faut construire des réseaux de chauffage comme en Suède et au Canada. À la campagne, il faut généraliser les pompes à chaleur. Il faut aussi construire le réacteur expérimental pour le thorium. Et il faut financer la recherche sur la capture carbone. C'est sa vision de l'économie, clairement. Il dit il faut se former, il faut accepter d'être mobile. Alors après, quand on regarde sur le fond, et ce qui se passe à la fameuse fonderie Constellium du sel, non seulement elle est à 143 km de la souterraine, à côté, hein. Donc il faut vraiment accepter d'être mobile pour le coup, surtout quand on a un emprunt sur une maison, quand on a une famille, etc. C'est compliqué. Ouais. Je parle des ouvriers. Et puis deux, il faut la qualification. Or, dans une fonderie, qu'est-ce qu'on fait? On fond de l'acier et de l'aluminium. C'est une qualification. Là, la souterraine, on est emboutisseur, on découpe du métal. C'est pas les mêmes formations, on est dans le même domaine, mais c'est pas la même formation. Ce que m'ont dit immédiatement les gens de GMS, c'est très bien. Alors bon, d'abord 100 km chez nous, c'est plus qu'une heure de route, hein, c'est 1h30, 2 heures aller, 2 heures retour. Et en plus, ça va nous coûter 500 € par mois. Quand on est payé au SMIC, c'est un peu compliqué. Ah oui, mais notre société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Dis-moi, tu sais ce que c'est qu'une montgolfière? J'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut admirer le soi-disant génie de Macron. Je veux dire, pour adhérer à l'AREM, la capacité à cirer les pompes, c'est manifestement plus important qu'avoir l'esprit critique. Pendant les européennes, les macronistes nous ont bassinés avec les années 1930. Mais en fait, ils n'ont pas compris la leçon qu'il faut en tirer. Le libéralisme a creusé la crise de 1929, l'austérité qui a suivi a provoqué la montée de l'extrême droite, et ça s'est terminé avec une guerre mondiale. It's not exactly what's happening today, but if we can borrow Mark Twain's famous phrase, history doesn't repeat, but sometimes rhymes. Too many similarities to overlook. Et Macron, qu'est-ce qu'il fait? Cet idiot applique l'austérité de Bruxelles. Comme en Grèce, comme en Espagne, comme en Italie. Et tout ça se fait sur le dos des classes moyennes et populaires, alors que ça fait longtemps qu'on voit d'autres niveaux de vie stagner. Là où j'entre en choc frontal avec l'INSEE et avec ces indices de prix qui ne tiennent pas compte du logement, c'est quand je décris cette société où les inégalités pour les 99% des gens n'augmentent pas, mais qui s'appauvrit de façon homogène. C'est cet appauvrissement homogène de la société et qui détache, je dirais, progressivement les 99% du dessous des 1% du dessus. Why austerity is a dangerous idea. You talked about the experience in the 1930s. You talked about the rise of fascism in Europe. Is there a link between the austerity that we've seen preached in Europe in the last 15 years and the rise of populist and far-right parties in Europe? Absolutely, and there's two variants. In the north, you have nationalist right-wing parties, and in the south of Europe, what you've got typically are left-wing parties. And now, oddly enough, given the euro crisis, the ones in the south are all the debtors, and the ones in the north are all the creditors. Now, let's think about that for a minute. You're on a decade-long experiment in austerity, not spending to cure a recession. Europe just got back to where it was economically in 1997. Unemployment in the south is still 20% for adults and 40% for people around the age of 25 to 35.
Right? This is a scandal. Now, do you think that might have an effect on politics? And if you're in a debtor's country, what do you want to do? You want to default. Well, that's pretty much a lefty response. And if you're up in the north and all you've been told is those lazy Greeks, and now we have all these migrants coming in, what do you think the reaction is going to be? Particularly if you've been somebody who lives, for example, in the eastern part of Germany, lives in public housing, has been there for 20 years, is constantly told that they're a drain on the state, that there's no more money for them, that we need to tighten our belts. And suddenly you're giving money to Greeks and you're bringing in migrants. It's not that difficult to explain. It doesn't seem like, though, that it's going to end well. Well, let's just say the path to the future is always open. L'ascenseur social est grippé parce que tous les gouvernements ont mené la même politique économique depuis 40 ans. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est les relations publiques des multinationales, alors que leur rôle, au contraire, ça devrait être de contrôler ce que font les multinationales dans l'intérêt des citoyens. Depuis 10 ans, un deuxième problème s'est rajouté, la contraction de l'énergie en Europe. À cause de ces deux facteurs, désormais, les enfants vivront moins bien que leurs parents. Les ressources non renouvelables ont ceci de particulier que quand on commence à les produire et à les utiliser beaucoup, la production a une forme de plateau, on passe par un plateau et ensuite éventuellement une décroissance des volumes produits, et que par ailleurs aujourd'hui, à population croissante et PIB par tête croissante, tout le monde a envie de sa part du gâteau. Dit autrement, il y a certes des jeux d'ajustement possibles par les prix sur le pétrole, entre la demande et l'offre, mais il y a également la question des volumes disponibles en grosse masse pour le marché européen et pour le marché français, qui va vraisemblablement limiter la demande en mobilité demain. Plus c'est étendu sur les énergies renouvelables, plus l'ensemble de l'économie est par ailleurs sous contrainte, pas que la mobilité. Dit autrement, les budgets des ménages également peuvent se trouver contraints demain. Les ménages vont devoir faire des arbitrages entre se déplacer, se chauffer, manger tel ou tel type de produit, acheter des services de téléphonie, j'en passe. Donc première limite sur les budgets des ménages, deuxième limite sur les capacités d'investissement des États et de la puissance publique en général. Si l'objectif de Macron c'était vraiment l'intérêt général, il n'aurait pas fait des cadeaux aux riches, il n'aurait pas essayé de faire payer aux pauvres la transition énergétique, il ne serait pas en train de dire aux exilés fiscaux qu'ils ont de bonnes raisons de trahir la solidarité nationale, il n'aurait pas supprimé l'ISF, et il serait en train d'aller chercher les 100 milliards de fraude fiscale. On peut faire un rappel très rapide de ce qui s'est passé ces 12 dernières années dans le monde, c'est qu'on a eu une crise financière majeure, les banques ont failli s'écrouler les unes après les autres, c'est le contribuable, les populations qui ont renfloué ces banques, et comme c'était plus difficile de remettre en cause le système, on a accusé ces populations de vivre au-dessus de leurs moyens, et que le problème était un problème de protection sociale et de dépenses publiques. Et c'est sur ce constat-là que le patronat a réussi à négocier des lois travail, et que le 1% de la population, celle qui a bénéficié de la croissance, a réussi à avoir des baisses d'impôts. Devant ce manque de justice sociale, il est inévitable que les mouvements populaires se multiplient. Les Gilets jaunes, Occupy Wall Street, les indignés en Espagne, Nuit debout. Si le gouvernement mène une politique injuste et que les institutions ne permettent pas aux citoyens de faire entendre leur voix, c'est pas étonnant que ça rue dans les brancards. Je veux dire, si on a d'un côté des élites qui sont paumées dans leur bulle dorée, qui subissent pas les conséquences de leurs actes, qui sont déconnectés de la réalité, et de l'autre, le reste de la population, les citoyens qui subissent les conséquences des décisions qui sont prises, mais n'ont pas vraiment de moyens pour faire entendre leur voix, pour faire valoir leur point de vue, autre que faire grève ou manifester ou essayer de faire des blocages économiques comme les Gilets jaunes le faisaient il y a un an. Voilà, ça marche pas. Il nous faut vraiment une meilleure manière de prendre les décisions. C'est vrai que ça fait 12 ans que je regarde ce qui se passe dans le monde sous la forme d'émeutes ou d'affrontements civils, c'est-à-dire une brutalisation des rapports entre les gens et l'État, comme si c'était la seule façon pour un certain nombre de gens partout dans le monde de dire ce qu'ils ne peuvent pas dire autrement. C'est ce que disait Martin Luther King. L'émeute, c'est le langage de ceux qui ne sont pas entendus. Souvent on dit ça vient de loin, et c'est sûr, c'est évident que ça vient de loin, mais il y a celui quand même qui allume la mèche. Et on allume la mèche par le sentiment qu'on donne de ne pas tenir compte d'une forme de mépris. Moi, je pense que c'est effectivement... moi, j'ai longtemps beaucoup reproché au président très directement les petites phrases. Une forme d'exaspération qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte que lorsqu'on demande quelque chose, on ne l'obtient jamais. Et rappelez-vous que 10 jours avant
j'allais dire, le fait de proposer des mesures d'urgence, etc., 10 jours encore, d'Argentine, le président continue à dire « je ne reculerai jamais ». Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas, je pense, d'autre choix que d'aller dans la rue. On ne souhaitait pas participer, comme par le passé, à des grèves saute-mouton, à 24 heures toutes les 5-6 semaines, accompagné de sa manifestation traditionnelle, pour arriver au moment où le Parlement va voter et puis on rentre chez nous. On a eu l'exemple avec la loi travail, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc, nous, syndicats réformistes, tout à fait. L'expérience nous enseigne que sur des questions de ce type, il faut cesser le travail de façon illimitée. Et puis, on voit à la fin du combat lequel est debout et lequel est au sol. C'est un peu conflictuel comme propos, mais... C'est pas très UNSA, en tout cas. Les affaires de corruption qui s'enchaînent les unes après les autres, les deux partis, deux gouvernements éjectés du deuxième tour, c'est une crise de régime pour la Ve République, mais c'est aussi la crise de la représentation. C'est vrai que c'est une question que je pose beaucoup ce soir, mais je la repose. Vous croyez pas le gouvernement, en fait? Bah non, mais c'est impossible de les croire. On croit plus à ce qu'on nous raconte. On ne croit à rien parce que depuis le début, ils nous mentent en tout. Les politiciens, c'est des gens qui ne disent jamais la vérité. Voilà, donc ça, ils disent, mais au final, quand tu vois, c'est pas la vérité, quoi. Pas comme ça que vous ressentez. Non, franchement, moi, ils disent ça pour faire dormir les gens. Or, au fond, c'est pas ça. C'est pas ça. Le gouvernement a vraiment du mal à les suivre, mais surtout à les croire. Hein. C'est-à-dire qu'il recule l'âge d'application de la réforme. Hein, on est d'accord. Alors qu'elle est censée être bonne et bénéfique pour tout le monde. C'est pas gentil. Il ment dès le début. Il dit qu'il faut le faire parce que c'est une réforme sociale. Juste. Et si vous voulez, c'est ça qui est vraiment insupportable. Et à partir de là, se développe une communication que moi j'appelle de la propagande, où finalement on tord comme ça la réalité des faits. Aller aussi loin dans la perversion des faits, finalement, c'est quelque chose qui met en danger la société tout entière. Pour l'instant, on a posé des questions extrêmement techniques auxquelles, visiblement, ils ne savent absolument pas répondre. Parce qu'on est quand même dans un flou artistique assez habituel, j'ai envie de dire, qui révèle l'impréparation et l'incompétence de ce gouvernement. En réalité, ils essayent de gagner du temps et ils ne répondent absolument pas à nos questions très précises. Et ils sont que dans des éléments de langage et que dans la communication avec une mauvaise foi dont on a pris l'habitude malheureusement, mais qui commence sérieusement à nous agacer. Dans plein de pays, pas seulement en France, parce que l'insatisfaction est absolument internationale. Les taux d'encartement dans les partis politiques sont très bas, les taux d'abstention sont très hauts, les taux de défiance envers les partis politiques et les institutions et les élus sont énormes, plus encore que envers les banques. Le système des aristocrates est en train de prendre l'eau de toutes parts, c'est en train de couler, les remparts sont en train de tomber et ça continue à débattre sur le sexe des anges. À gauche comme à droite, tout le monde se crispe sur des questions identitaires. Le port du burkini représente une vision archaïque de la femme dans l'espace public. Et la phrase est signée Manuel Valls. Une tenue qui ne correspond en rien au mode de vie français. Marine Le Pen qui fait un tiers des voix au second tour, Salvini qui cite Mussolini. On en est arrivé à un point où le bouffon dans la Maison Blanche nous explique la différence entre les bons et les mauvais nazis. On leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Nazi. Wie bitte? Haben Sie mich gerade als Nazi beschimpft? Na, Sie sind doch einer. You had some very bad people in that group, but you also had people that were very fine people on both sides. You had people in that group, excuse me, I saw the same pictures as you did. I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it. Did Hitler do anything wrong? No! Fuck no! And I'd like to note the complete lack of dissent in this clip. Everybody present joins in and applauds. If you're willing to walk under a Nazi flag with a bunch of Nazis and make no effort to disagree with them or counter the things they say, then you're a Nazi.
Nazis, 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 lauter Nazis. Nur weil ich in der NSDAP und in der SS bin, bin ich noch lange kein Nazi. Nur weil jemand die Mainstream-Meinung nicht teilt, ist er gleich ein Nazi. Wahrscheinlich bin ich auch noch rechtsextrem, oder was? Ja, aber was sollen Sie denn sonst sein? Ich bin vielleicht ein besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat. Aber ich bin nicht rechts. Und ich bin erst recht kein Nazi. Les catégories supérieures se regardent le nombril et votent Macron, comme si la priorité, c'était la conservation de leurs privilèges. Les classes moyennes et populaires voient bien que le système fonctionne contre leurs intérêts. Ils voient bien que les aristocrates se torchent avec le bien commun, qu'ils œuvrent pour leur sacro-sainte règle des 3% là, et pour leurs dividendes, et pour les privatisations. En fait, ils sont au service d'un système dont le peuple ne tire quasiment plus aucun bénéfice. La colère est actuellement prédominante dans notre société. Et c'est relativement normal, puisque, quand on y réfléchit, les dérives et les abus et la violence que nous font subir les structures néolibérales ont largement de quoi nous pousser toutes et tous à bout. Aux gens qui sont dans les enfoirés. Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est possible ? Sur les ronds-points, des posters de Coluche, des Coluche revient, des Coluche, quel est ton successeur ? Coluche, t'es où ? Du paradis, envoie-nous tes meilleures pensées. Comment c'est possible que ces gens-là soient allés tranquillement faire de la télévision, chantonner, faire un sketch, sans dire au fait je soutiens les gilets jaunes. Quelle honte. Alors après évidemment on peut se réfugier derrière ils peuvent se réfugier, ils pensent se réfugier derrière ah mais moi je fais pas de politique. Non, c'est que tu t'en bats les couilles quoi, mais reconnais-le. Voilà, au moins Berléand il a été clair, au moins Mathilde Seigné elle a été claire. Pour ceux qui ont pignon sur rue, alors eux ils sont impardonnables. De ne pas s'être levés, de ne pas avoir dit moi je comprends les gilets jaunes, eux ils sont impardonnables. Et surtout ceux qui ont dit je ne comprends pas ce mouvement-là. Alors autant je les soutenais au début, mais maintenant c'est trop violent. Alors eux c'est le pire. Eux c'est le pire parce qu'ils se trompent. Ils se trompent. Qui peut être contre les gilets jaunes ? Qui peut être contre davantage de droits pour les travailleurs ? Qui peut être contre davantage de droits pour les retraités ? Qui peut être contre davantage de droits pour les précaires ? Qui peut se ranger du côté du plus fort en crachant sur la gueule de ceux qui ont des difficultés ? Qui ? Un dernier mot sur cette phrase qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Vous avez dit que la réforme des retraites était une réponse à la crise des Gilets jaunes. Pourtant, ce n'était pas leur revendication, cette réforme. Non, mais la crise des Gilets jaunes, elle est basée aussi sur le sentiment profond qu'il existe des injustices et des inégalités. Là, on est quand même loin dans le foutage de gueule. Tu demandes aux gens comment s'en prendre aux inégalités sociales dans le pays. Je suis pas sûr qu'ils pensent en premier aux retraités de la RATP. Hein. Et en face aussi, ils disent toujours la même chose. Hein. Ça fait 25 ans qu'ils sont en boucle sur les régimes spéciaux. Hein. Tenez, on va écouter Juppé en 95 et osez me dire que ce Premier ministre chauve ne vous rappelle pas un autre Premier ministre chauve. Il y a les régimes spéciaux de retraite. Et là, je veux être aussi très clair. Je vous ai dit pourquoi ces régimes connaissaient des difficultés. Eh bien, il faut remettre tout ça à plat. Et j'ai chargé une commission composée de personnalités très respectées, très éminentes, de toute sensibilité. Nous avons reçu un certain nombre de critiques qui ne nous ont pas plu. Souvent, on nous reproche d'avoir trop fait trop vite. Je n'accepte pas ce reproche. Et les plus En emblématiques revanche, deux erreurs. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué. Et puis, il y a une deuxième erreur, d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique. J'ai l'impression que c'est quand même difficile de dialoguer avec vous, monsieur Juppé. Je ne crois pas. C'est facile, on dialogue là. Je parle, vous écoutez, vous parlez, je vous corrige. C'est vous qui, il y a bientôt 30 ans, avez théorisé la fracture sociale. Cette rupture, aujourd'hui évidente, entre une France éduquée et mobile et une autre populaire et désintégrée. Comme Balladur occupe le centre droit, Chirac décide de braconner sur la gauche. Il confie à ses collaborateurs « Ne craignez rien, vous serez surpris par ma démagogie ». Contre le statu quo, incarné à ses yeux par le Premier ministre, Chirac semble avoir trouvé la formule miracle.
Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale, comme si celle-ci n'existait pas déjà. J'ai été l'un des premiers à dénoncer cette fracture sociale. La fracture sociale. Fracture sociale. Fracture sociale, fracture sociale. Le sentiment profond qu'il existe des injustices et des inégalités. Il y a dans ce pays une fracture. Putain, qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est mon ancien programme. Bon, alors on repart dans je l'avais mis à la poubelle, la fracture sociale. Pourquoi elle est encore là? Il y a dans ce pays une fracture. Il y a dans ce pays. Ah, mais putain, tu vas te taire, hein? C'est fini ce programme-là, on te dit. Dans une culture politique où le choix se limite à deux options, où il faut choisir entre des aristocrates corrompus ou bien des figures autoritaires, il ne faut pas s'étonner que les gens qui souffrent de la première option depuis 40 ans finissent par se tourner vers la deuxième. Ne serait-ce que pour essayer autre chose. Et ce, malgré les risques de dérive. Emmanuel Macron dit « Oui, mais moi, les Français, ils m'ont élu sur un programme, donc moi je fais mon programme, maintenant qu'on me laisse tranquille. » Sauf qu'il a été élu, on le rappelle, contre le Front National, contre Marine Le Pen, cette extrême droite qu'on nous ressort perpétuellement. Madame Laguillet, il n'y a que vous qui n'appelez pas à voter Chirac. Non, je n'appelle pas à voter Chirac. Je ne veux pas avoir à choisir entre ça va pas la tête, non? Berou, on vous comprend, mais calmez-vous. Mais rien du tout. Faut arrêter les bêtises maintenant. Faut se rassembler et faire barrage aux méchants Gargamel. Sinon, c'est à loche pour tout le monde. Alors vous, on vous a dit de faire barrage, vous avez fait barrage, n'est-ce pas? Sur ma vie, j'ai juré, voilà, vous êtes des castors. Moi, je sais pas vous, mais autour de moi, le nombre de gens de gauche qui me disent on m'y reprendra pas sur un deuxième tour, etc., entre La République En Marche et Le Pen, je l'entends beaucoup. Dans quel sens fonctionne le barrage? Personne ne peut le dire. Voilà, personne ne peut le dire. The people that tipped the balance were the working classes because they were preyed upon by people who used misinformation and the politics of fear, and they bought it. And the reason they bought it is because nobody else was engaging with them. The Remain argument was stay as we are or risk uncertainty. And it's an argument that I happened to personally agree with. But if you've got nothing, why would you vote for things to stay as they are? At least with uncertainty, there's some hope that things might change. If I was in that position, I would take uncertainty over nothing. And why have they got nothing? Because Tory austerity has systematically targeted the poorest and most impoverished people in this society until they've got nothing left. So some millionaire twat from Dragon's Den saying, oh, the stock markets will be healthier if we stay. Fuck off! I can't afford to buy my children shoes! Don't insult these people. Engage with them. Engage with the very people that in one breath you purport to defend and in the next breath you hurl insults at. Yes, there are thousands of horrible, racist, bigoted twats in this country, but you can't accuse 17.5 million people outright of bigotry and stupidity. If you do that, you shut the argument down. If you refuse to engage in the argument, you will lose the argument. Si les gens doivent choisir entre la peste et le choléra, alors que la peste a détruit leur vie ou risque de la détruire, ils finissent par tester le choléra. Ça se voit aux États-Unis, en Italie, au Brésil, en Hongrie, en Pologne, en Inde, en Turquie, en Russie. Si on ne construit pas une alternative qui tient vraiment la route pour la France et pour l'Europe, les catégories moyennes et populaires vont finir par utiliser le seul moyen qui restera à leur disposition pour le deuxième tour, le vote RN. Le comportement des démocrates, cette volonté d'impeachment, qui a très peu de chances d'aboutir, et qui remplace pour les démocrates toute activité politique constructive. C'est-à-dire qu'on va avoir dans très peu de temps des élections présidentielles. L'objectif des démocrates, ça devrait être de gagner les présidentielles, avec un programme, avec des idées nouvelles à opposer à celles de Trump. Obviously, we have to beat Trump, but if we beat Trump and go back to the same policies that we had before, a worse Trump is going to come. La détermination fondamentale des électeurs de Macron, c'était dès le premier tour de voter contre Le Pen, comme les démocrates ne pensent qu'à dézinguer Trump. Vous voyez? C'est-à-dire, pour les gens conformistes, lutter contre le populisme devient une raison d'être parce qu'ils sont vides. Pour qu'on conserve une répartition du pouvoir et des avantages qui vont avec entre ces partis de gouvernement. Et en face, vous avez notre amie Marine Le Pen. Dieu sait ce qu'elle va pouvoir faire. Mais personne n'a vraiment envie de savoir. Une des inconnues sur ce qu'il ferait, ça concerne le climat. Pas plus tard qu'en 2010, Jean-Marie Le Pen, la même année que la tempête en Vendée, Jean-Marie Le Pen organisait un colloque intitulé « Le réchauffement climatique, mythe ou réalité ?» pour dénoncer la manipulation du prétendu réchauffement climatique.
Mais bon, avant d'aller reprendre la France aux gauchistes, il me faut d'abord faire quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Voilà, nique sa mère, la COP 21. Dans ton cul, Nicolas Hulot. Hein Greta, on entend moins ta grande gueule. Bon alors, depuis qu'elle a exclu son père du parti... Au secours! Marine Le Pen a fait quelques déclarations dans le bon sens, mais d'un autre côté, elle a aussi déclaré... Moi, je ne suis pas, encore une fois, une scientifique du climat. Je pense que l'activité humaine contribue dans des proportions que je suis incapable de mesurer à ce phénomène. Dire que l'on n'est pas sûr de la proportion humaine dans le dérèglement climatique, c'est une tactique utilisée par les climatonieurs. De toute façon, il y a eu un débat sur la transition énergétique en France, et à l'époque c'était encore le FN, ils avaient 2 députés, donc ils auraient pu participer au débat, poser des questions, intervenir, faire des amendements. Ils ont proposé un amendement, et ça portait sur... c'était pour proposer de supprimer l'objectif de diviser par 4 d'ici 2050 les émissions. Ils n'ont pas l'air convaincus de l'urgence en fait, hein. Sinon, ils ont pris la parole ni en séance plénière, ni dans la commission spéciale, alors que Collard en faisait partie. Ces 5 partis annoncent des engagements pour décarboner la production énergétique et parlent au moins d'augmenter le prix de la tonne de carbone émise. Du côté du Parti populaire européen, il se prononce pour, mais ne souhaite pas que ça se fasse trop vite pour éviter qu'il y ait des impacts économiques néfastes. La gauche, les Verts et les socialistes veulent que ça se fasse assez vite, mais avec des mesures pour éviter des conséquences sociales trop difficiles. La CRE, eux, ne veulent pas fixer d'ambitions irréalistes, et puis l'Europe des nations et des libertés, eux, votent contre les propositions qui visent à fixer des objectifs européens. Pour eux, il s'agit de la responsabilité des États, pas de l'Union européenne. Ah oui, et puis forcément, c'est encore la faute des étrangers. Hein. Considérons qu'en réalité, l'écologie est l'enfant naturel du patriotisme. Parce qu'il est l'enfant naturel de l'enracinement. Parce que lorsqu'on est nomade, on n'est pas écologiste. Pour une raison simple, c'est que lorsqu'on est nomade, on arrive dans l'oasis, on coupe le palmier, on assèche le puits, et puis quand tout ça, quand il n'y a plus aucune ressource, on part ailleurs. Il y a plein de gens qui disent « Ah, monsieur Le Pen, vous ne faites rien pour les migrants. » Mais si, voyons, je leur donne mes munitions une par une. Même chez Deliveroo, ils font pas ça. Hein. Et puis entre nous choisis, regardez dans quelles conditions ils vivent. C'est une des missions du jeu. On me demande de brûler leurs habitations afin de les reloger. Là-bas, loin. Rentrez dans votre pays, bande de saloperies de zombies. Tiens, ça vient d'où les zombies? Je sais pas, le Zimbabwe peut-être? C'est marrant, n'est-ce pas? Dans mes cauchemars les plus atroces, c'est comme cela que j'imagine mon décès, n'est-ce pas? En train de me faire bolosser par des immigrés qui sont jaloux de mon swag naturel. I'm racist and I know it. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que lorsqu'on est nomade, on n'est pas écologiste. Et faudrait quand même comprendre un jour que le climat, ça concerne toute la planète, et que, à part les Martiens, on est tous dans le même bateau. Et d'ailleurs, en fait, en termes d'émissions cumulées, c'est l'Occident qui est clairement responsable de la situation, même si blablabla, la Chine, tout ça, gna gna gna, oui, mais depuis 200 ans, en termes d'émissions cumulées, c'est nous qui sommes responsables du merdier. Ceux qui sont en première ligne et qui vont payer en premier les pots cassés, c'est justement des étrangers. Enfin, pour être plus précis, même si on est tous à bord du Titanic, il y a des privilégiés, des riches, quoi, comme Le Pen, d'ailleurs, hein, qui sont en première classe, qui vont avoir accès aux canaux de sauvetage, et puis nous autres, on est relégués en fond de cale. C'est nous qui allons souffrir de la pénurie d'énergie, c'est nous qui allons souffrir des conséquences du dérèglement climatique. Nous, on pourra pas déménager comme les riches, là, qui vont aller se planquer dans des zones sûres, qui vont déménager dans des endroits qui seront pas affectés par le dérèglement. Je veux dire, nous, on va rester dans des zones inondables, on va rester sur des côtes qui vont se prendre de plus en plus de tempêtes. Regardez la Nouvelle-Orléans en 2005, regardez la Vendée en 2010, regardez Puerto Rico en 2017. À chaque fois, il y a eu des morts. Et c'était pas des riches. Parce que eux, ils se barrent dès qu'il y a un avis de tempête ou d'inondation. Mais quand t'es pauvre, et que t'as pas les moyens de faire sans borne et de te payer l'hôtel dès qu'il y a une alerte, que t'as pas une résidence secondaire pour les planquer, bah tu restes chez toi, et ça fait des morts. Bref, si Le Pen reconnaît la réalité du dérèglement climatique, elle laisse planer un doute sur la responsabilité des humains. Et puis surtout, quand ils ont la possibilité d'agir, soit le RN ne fait rien, soit ils vont dans le mauvais sens. Si on regarde les autres pays, l'extrême droite empire la situation. Trump a foutu la merde à la COP24 avec du baratin climatonieur, Bolsonaro veut raser la forêt amazonienne, et la Pologne produit son électricité avec du charbon. Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, option 2, c'est aussi la merde. Mais Emmanuel Todd, juste une dernière question. Comment concilier le fait que vous consacrez tout un bouquin à dire que la France est de plus en plus homogène et la survenue de ces luttes de classe? Parce que les luttes de classe efficaces, c'est tout le monde contre les 1% d'en haut.
Donc l'idéal, c'est quand on a une masse de population très majoritaire, furieuse, qui regarde vers le haut avec la volonté de le dégommer. Ça, c'est ce que j'appelle une société saine. Et on continue dans la série Histoire avec Max Lang qui était le vrai François. Alors bon, c'est un bouquin qui tente un petit peu de réhabiliter François Mitterrand. Moi, j'ai pas été vraiment convaincu, hein, je te le fais. Non, merci, ça m'intéresse pas. Ah bon, ok. Et puis on en termine avec Ganesh 2. C'est vraiment un overprend.